divers recoupements. À ce jour, le Sénégal disposerait de 18 conventions fiscales bilatérales en vigueur. Cette politique est un véritable boulevard à la fraude et à l'évasion fiscale. C'est pourquoi, conformément aux directives du président de la République, nous procéderons au retrait du Sénégal de toute convention bilatérale avec un paradis fiscal et renégocierons les clauses défavorables des conventions conclues avec des États à fiscalité normale lorsque ces conventions nous sont défavorables. Nous lancerons le chantier de la rationalisation des mesures dérogatoires éparpillées dans plusieurs textes, le Code minier, les zones franches industrielles, le régime d'entreprise France d'exportation, le Code pétrolier, le Code des télécommunications, le Code des investissements, et le rapatriement dans un seul corpus, qui est le Code général des impôts, qui sera un chantier prioritaire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, en plus de ces mesures, il sera procédé à une vaste réforme du Code général des impôts en agissant inversement sur les taux et l'assiette d'imposition. Pour nous, et j'insiste, pour nous, élargir l'assiette fiscale tout en abaissant graduellement les taux d'imposition moyens est la stratégie appropriée pour parvenir à une fiscalité efficace et équitable. Faire payer moins à chaque Sénégalais, mais faire payer à tous les Sénégalais. Pour ce qui est de l'assiette, par exemple, la correcte fiscalisation de secteurs à fort potentiel, tels que l'immobilier, le foncier et l'informel, est un impératif budgétaire prioritaire. Par ailleurs, nous procéderons à la réinstauration du dispositif de contrôle et de taxation des appels entrants, supprimé en 2012, juste quelques mois après l'arrivée au pouvoir du précédent président de la République. Initialement, la taxation sur les appels entrants devait permettre à l'État d'engranger des recettes parafiscales de l'ordre de 50 milliards par année. Ce cadre fiscal bien généreux ne se fondait sur aucun argument techniquement documenté et économiquement justifié, si ce n'est le respect d'engagements de campagne auprès du patronat étranger du secteur des télécommunications. Ce renoncement a fait perdre au Trésor public des centaines de milliards, minimum 600 milliards de 2012 à 2024. Mon gouvernement s'engage dès ce premier trimestre 2025 à remettre sur la table cette question. Une étude documentée impliquant toutes les parties prenantes, ministère en charge des télécommunications, ministère en charge des finances, ARTP, Direction générale des impôts et des domaines, opérateurs de téléphonie, association de consuméristes, sera réalisée. Sur cette base, une nouvelle réglementation instituant un système de contrôle et de taxation des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal sera adoptée. Un accent sera consacré à la formation des administrations pour leur permettre de pouvoir faire face aux opérations complexes d'évasion, notamment les opérations transfrontalières, telles que les prix de transfert, les montages abusifs et autres, qui appauvrissent le pays de ressources précieuses pour le financement de son développement. Enfin, nous lutterons farouchement contre les pratiques permissives, corruptrices et dommageables à l'intérêt national, telles que celles consistant en des manipulations du Code général des impôts, pour y introduire des dispositions comme les remises gracieuses aux entreprises ou la procédure de l'arbitrage fiscal permettant au ministre chargé des Finances de renoncer à des recettes fiscales votées par l'Assemblée nationale au nom du peuple sénégalais. S'agissant de la douane, le système de douane, de dédouanement du Sénégal étant ad valorem, c'est-à-dire basé sur la valeur transactionnelle des marchandises, il entre souvent en contradiction avec la volonté de l'État d'élaborer des politiques de soutien au pouvoir d'achat des populations qui nécessitent l'adoption de méthodes ad hoc. Discutées avec les acteurs institutionnels et les opérateurs économiques pour arrêter un niveau de dédouanement qui satisfait cet impératif, d'où la nécessité d'une révision du Code des douanes pour intégrer la possibilité légale d'adopter pour une liste limitative de produits considérés comme essentiels, et cette liste sera fixée annuellement par arrêté du ministre en charge du budget, un système de dédouanement spécifique à l'importation. Sur le plan de la transparence dans les lieux d'exercice du pouvoir de l'agent public, il sera procédé à l'ouverture des espaces de travail, surtout dans les bureaux de dédouanement. En effet, les efforts consentis en matière de dématérialisation des procédures, au lieu de créer un environnement nouveau, marqué par un traitement sans papier et sans usager, ont laissé des pratiques corruptogènes perdurer en l'absence d'une modification indispensable de l'espace de travail. Pourtant, un pays voisin comme la Gambie a adopté le système des open space pour les agents chargés du traitement et de la vérification des déclarations dans les bureaux de dédouanement.
Les chantiers ambitieux en matière de digitalisation des procédures douanières et des formalités du commerce extérieur vont être accompagnés d'une réforme des structures qui les portent, notamment les bureaux de dédouanement hérités de la colonisation et ne répondant plus aux exigences modernes du service à l'usager. Nous renforcerons le programme de modernisation de l'administration des douanes, le PROMAD, particulièrement dans ses aspects surveillance du territoire douanier et lutte contre la criminalité transnationale, l'environnement sécuritaire et la recrudescence des divers trafics justifient la montée en puissance d'une administration dont le champ d'action est la frontière. Il s'agit de digitaliser la surveillance douanière avec l'érection d'un centre de commandement des opérations qui intègre les outils les plus modernes de suivi d'abord de l'action du service sur l'étendue du territoire, suivi des moyens humains et matériels pour l'efficience et la transparence, mais également du mouvement des expéditions et autres cargaisons pour éviter les détournements de destination préjudiciables au trésor public. Et enfin, avoir un regard permanent sur les points névralgiques de la frontière, avec des vidéosurveillances, l'utilisation de drones en appui à des unités avancées qui serviront également au partage de renseignements avec les autres forces de défense et de sécurité. Mon gouvernement fera le nécessaire pour mobiliser et mettre en place le financement nécessaire à cet ambitieux projet déjà ficelé. La rationalisation du train de vie de l'État constitue un autre pilier important du travail gouvernemental. Les dépenses relatives au train de vie de l'État représentent en 2024 16% du PIB et 53% des dépenses totales de l'État, ce qui laisse peu de marge pour la prise en charge des investissements publics. S'agissant de la masse salariale, il sera réalisé un audit du secteur public ainsi que du régime indemnitaire. Il y est recherché plus de performance, mais également plus de transparence et plus d'équité dans les recrutements, les promotions et les traitements salariaux. Toute proposition de recrutement de nouveaux personnels devra être accompagnée d'une fiche d'évaluation du besoin, en identifiant clairement la valeur ajoutée créée, considérant les ressources disponibles. Nous mettrons en œuvre dès 2026 un budget à base zéro, ce qui nous donnera l'occasion de traquer toutes les niches de gaspillage qui figurent année après année dans les dépenses courantes, sous la rubrique intitulée « Services votés ». Les mesures nouvelles des budgets programmes seront également minutieusement étudiées. Dans la même veine, des audits organisationnels seront menés dans les différents services publics afin de rationaliser dans tous les domaines l'architecture et la structuration des administrations, agences et entreprises publiques et parapubliques. La mise en place d'un système de centralisation des achats de mobilier et des fournitures permettra de rationaliser la commande publique et de faire des économies substantielles, tout en privilégiant systématiquement le mobilier national dans le choix. Les mesures de rationalisation des dépenses courantes s'accompagneront d'une amélioration de l'efficacité dans le choix et dans l'exécution des investissements publics. Désormais, l'inscription d'un projet d'investissement dans le budget devra préalablement et systématiquement passer par les processus de maturation et être présenté devant un comité national de sélection des investissements publics afin de nous assurer notamment de son alignement à la vision Sénégal 2050 et de sa soutenabilité budgétaire. Dans cette même veine, le potentiel national d'économie d'énergie, évalué à 28% des consommations énergétiques du pays, dont 36% pour le sous-secteur de l'électricité, 18% pour celui des hydrocarbures et 40% pour les combustibles de cuisson, sera exploité à fond pour les marges qu'il permettra de dégager sur le coût des subventions d'État et sur la consommation énergétique de l'administration. Ces marges évaluées à 15%. En plus des effets positifs induits sur le portefeuille des ménages et les capacités de la Sénélec, c'est-à-dire 320 gigawatts à moyen terme et 2587 gigawatts à long terme, et un écrêtement de la pointe du réseau électrique de 441 mégawatts. Ces réformes seront difficiles. Elles seront difficiles. Ces réformes seront difficiles. Mais elles constituent le socle de notre nouvelle gouvernance budgétaire et financière. Elles nous permettront de nous projeter dans une nouvelle trajectoire budgétaire qui alliera une consolidation progressive vers un déficit budgétaire de 3% dans un horizon d'au maximum 3 ans. Je rappelle que l'audit des finances publiques a révélé un déficit public de plus de 10% contre 4,7% initialement annoncé par le régime sortant. Donc, d'aller vers un déficit budgétaire de 3% dans un horizon
d'au maximum 3 ans, et une prise en charge maîtrisée des investissements structurants et de soutien à la production, ainsi que des dépenses sociales et climato-sensibles. Conséquemment, l'encours actuel de la dette publique, qui a atteint des proportions difficilement soutenables, c'est-à-dire plus de 85% contre 74% initialement annoncés, devra être ramené sous la barre des 70% au plus tard en 2029. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, je demeure convaincu qu'il ne peut y avoir de développement sans investissement domestique en monnaie locale. Il ne peut pas y avoir de développement sans investissement domestique en monnaie locale. C'est fort de ce constat que mon gouvernement compte faire de la promotion des mécanismes innovants de financement le principal levier de mobilisation de ressources domestiques auprès des ménages, des entreprises non financières et des investisseurs institutionnels. En ce qui concerne les ménages, la stratégie de mobilisation des financements nécessaires à l'exécution des programmes et projets, la stratégie nationale de développement 2025-2029, intégrera l'intérêt à susciter auprès des Sénégalais pour leur participation financière à l'effort de transformation structurelle. À cet égard, un recours sera fait aux organismes de placement collectif de type conventionnel ou islamique, selon les préférences des épargnants sénégalais. Ces OPC pourront souscrire à des obligations et sukuk dits patriotes. Les gens ont parlé de diaspora bond, mais notre horizon, c'est de toucher tous les Sénégalais. C'est pourquoi il faudra migrer vers les patriotes bonds.